Un soir d'été à Paris, des sons étranges résonnent sur la scène. Ce petit groupe a traversé le monde pour découvrir la France et le dernier né des musées parisiens, le musée du Quai Branly. Mais ce ne sont pas des touristes ordinaires. Descendants d'un peuple vieux de près de 50 000 ans, un des plus méconnus de la planète, ce sont des aborigènes d'Australie. Ils font partie d'un groupe d'artistes choisis par l'architecte Jean Nouvel pour créer des œuvres monumentales destinées à être intégrées dans l'architecture des bâtiments administratifs du musée du Quai Branly. Une rencontre étonnante entre architecture moderne et un art ancestral et secret. Tommy Watson, Patty Bedford, Gulumbu Yunupingu et Judy Watson sont des artistes majeurs de l'art aborigène contemporain. Ils sont le lien qui rattache leur peuple à leur culture ancestrale. Ils sont les guides, les passeurs entre leur monde et le nôtre. Gulumbu Yunupingu vit avec sa famille et son clan en terre d'Arnhem, à l'extrême nord-est de l'Australie. Peu d'étrangers ont pénétré sur cette terre sacrée du peuple Yolngu, là où l'eau douce rencontre la mer. La tribu de Gulumbu croit que la vie est un cycle qui se perpétue au-delà de la mort. Elle suit tout simplement le courant de l'eau. La mort n'est que le dernier grand saut du vaste océan jusqu'à l'immensité du ciel. Et quand il pleut, le cycle recommence. Les Yolngu ont ce savoir comme l'eau qui tombe et se mélange. La pluie tombe du ciel, elle apporte de l'eau pour que les gens puissent boire. Pour le renouvellement de la mer et de la rivière. L'eau douce et l'eau salée ouvrent l'esprit et l'entendement. Les Yolngu sont partout. Yolngu, c'est aborigène. Ça, c'est notre crocodile. Il est gentil, c'est un animal de compagnie. On le nourrit tout le temps. C'est notre système, notre vie, nos noms de peau, notre culture. Gulumbu prend son inspiration de la terre sur laquelle elle vit. Elle fixe sur l'écorce de l'arbre la matière des voies du rêve. Ces chemins sacrés qui, transmis de génération en génération depuis des siècles, racontent la jeunesse de chaque arbre, chaque colline, chaque rivière de son pays. Mes peintures sont une part de mon corps et de ma vie. C'est ce que mon peuple a vu auparavant, ce qui se passait et ce qui s'était passé. Gulumbu peint l'univers entier rempli d'étoiles de sa terre d'Arnhem.
Les Yolngu croient dans les étoiles. On a des contes et des chants sur les étoiles. C'est sacré pour nous. Une nuit, on campait. C'était du vivant de ma mère. Il n'y avait aucun nuage. Le ciel était entièrement dégagé. Quelques gouttes sont tombées du ciel et j'ai dit « Tiens, il pleut ». Maman était assise à côté du feu. Elle a répondu « Ce n'est pas de la pluie, ce sont juste les étoiles qui pleurent ». Les peintures de Gulumbu nous ramènent au Jukurpa, le temps du rêve. L'époque mythique où les esprits ancestraux façonnèrent le monde avant de se couler dans ses éléments, en un voyage qui peut désormais être accompli par tous. Je ne savais rien des étoiles, ni de la peinture, avant que mon père ne s'en aille, avant qu'il ne meure. À ce moment-là, j'ai commencé à faire des rêves et à avoir des visions. Je me suis mise à peindre les mêmes étoiles que celles que peignait mon père. Les récits du temps du rêve sont transmis d'une génération à l'autre à l'intérieur de la famille et du clan. Ils constituent une cosmogonie sans cesse renouvelée. Ils sont la force qui unit les aborigènes à la terre et à leurs semblables. J'espère que mes petits-enfants apprendront et qu'ils suivront mes pas. J'ai des filles, des petites filles et des enfants. C'est la prochaine génération. C'est un cycle. Les familles restent ensemble. Le peuple aborigène est en plein bouleversement face au monde moderne qui le menace d'extinction culturelle. Les pratiques artistiques, pendant si longtemps accomplies dans le secret des cérémonies rituelles, au sein de la nature, sur des supports éphémères, sont aujourd'hui réalisées sur des toiles avec des peintures acryliques et exposées dans les galeries d'art du monde entier. Mais Gulumbu continue de vivre et travailler de façon traditionnelle, trouvant ses couleurs et supports pour ses œuvres dans la nature. Elle perpétue ainsi les rites que son père et ses ancêtres lui ont appris. Le savoir des Yolngu se transmet de père en fils.
Je préserve la force de la culture et de la tradition, comme me l'a appris mon père. C'est comme ça qu'on prend l'écorce. On choisit la meilleure et la plus solide. Ensuite, on la découpe et on dessine les étoiles et les points. J'adore peindre. C'est pour ça que je n'ai pas du tout envie d'abandonner. Tout continue. C'est ma vie, ma force et mon art. Tous les artistes sont des gens importants. Parce que c'est nous qui montrons le chemin au monde en racontant les histoires. Près de 600 tribus aborigènes vivent aujourd'hui sur le continent australien avec une multitude de dialectes et réalités différentes. Mais depuis la nuit des temps, tous ces peuples sont reliés par un héritage ancestral fondamental. Un mythe premier de la création qui imprime profondément leur vision de la nature environnante. Le temps du rêve, où les grands ancêtres, comme le serpent arc-en-ciel ou les hommes éclairs, se promenant sur une terre où rien n'existait encore, donnèrent naissance à toutes les choses du monde en les chantant. Aujourd'hui, chaque tribu détient une voix du rêve, un chemin qui lui est propre et qui raconte l'histoire de la création de son lieu. Ces chemins du rêve sont sacrés. Mis bout à bout, ils forment un réseau qui couvre la totalité de l'Australie, une carte du visible et de l'invisible, où les lieux sont à la fois décrits et racontés. Des représentants du musée du Quai Branly ont dû voyager jusqu'au centre de l'Australie, dans le bush, pour rencontrer Tommy Watson et lui faire découvrir l'adaptation de son œuvre à l'échelle monumentale du musée. Monsieur Watson est content. Vous voyez ce tableau? Il comprend. Nous voulons emporter ça à Paris et leur dire que Monsieur Watson est d'accord. Et comme ça, je saurai que Monsieur Watson est content. Monsieur Watson pense-t-il que c'est une bonne chose que son tableau soit exposé là-bas et que beaucoup de gens en Europe le voient? C'est bien pour votre culture et votre histoire. Vous pourriez venir à Paris pour voir ce grand tableau quand il sera fini. Peut-être? C'est très loin. Moi, j'y vais. Sans doute est-ce le poids de plus en plus lourd de la société occidentale dans ce pays où les aborigènes ne représentent plus que 2% de la population qui a conduit ceux-ci à accepter de montrer leurs œuvres aux profanes dans un réflexe ultime de survie. Instrument de catharsis collective d'un peuple persécuté pendant 2 siècles par les colonisateurs, l'art est aujourd'hui la voie qui mène les aborigènes à la reconnaissance culturelle et à la richesse économique. Ouverte au monde extérieur, la production artistique aborigène n'en conserve pas moins sa dimension sacrée.
Ce n'est pas un hasard si les peintres révélés au cours des 20 dernières années sont pour la plupart des gens âgés, anciens de leur tribu. Le choix de prendre le pinceau pour matérialiser les récits du rêve ne pouvait être fait que par eux, car ce sont les anciens qui sont seuls habilités à prendre la décision de révéler et transmettre les légendes sacrées. La rencontre avec Judy Watson, une artiste diplômée de l'Université de Tasmanie qui vit dans la ville de Brisbane, nous montre combien la notion d'art aborigène s'est élargie avec la montée d'une nouvelle génération d'Australiens indigènes, beaucoup plus ancrés que leurs aînés dans le monde d'aujourd'hui. Judy est la fille d'une mère aborigène et d'un père écossais. Ce métissage la place au croisement de deux cultures qui se sont longtemps affrontées. En tant qu'artiste, je cherche sans cesse des choses qui me touchent et qui m'inspirent. J'utilise la métaphore de l'artiste jetant son filet pour remonter les choses à la surface. Autrefois, j'associais la culture aborigène à la famille de ma mère. C'est là que je situais cette part de mon expérience. Et puis j'ai compris qu'elle était sous mes pieds, partout dans la ville. Dans son œuvre, Judy Watson mélange le temps du rêve avec la mémoire d'un passé plus récent. Ce sont ces couches de sens et tout ce qui nous entoure en tant que personne, ce que nous emportons avec nous. Quand je voyage, j'ai l'impression d'emporter ma culture et mon pays avec moi. C'est en moi, c'est la source de mon travail. Judy utilise principalement des pigments de bleu, bleu ultramarine, bleu de Prusse. Ce ne sont pas des couleurs traditionnelles, mais pour elle, ces tons de bleu représentent l'essence de l'eau et de la mémoire. Le bleu, couleur de l'inconscient. Ces peintures sont la transcription d'une histoire contemporaine mêlée à un passé ancestral, comme deux univers parallèles, faits d'une multitude de connaissances et d'informations vieilles de plus de 50 000 ans. L'art me nourrit, il m'enrichit. Quand je réalise une œuvre, il y a un moment où je commence à travailler sur quelque chose, et soudain, je suis dans le monde du rêve. Et l'œuvre, enfin pas l'œuvre, quelque chose à l'intérieur te prend et t'entraîne sous la surface. On sait toujours si ça fonctionne ou pas. C'est une conversation avec moi-même. J'ai l'impression que ma vie intérieure est une sorte de conversation assourdissante qui ne s'arrête jamais. Et j'ai parfois envie de dire « silence ». Mais ça te dit ce qu'il faut faire après. Avant que la Terre ne soit créée, le temps du rêve précéda le temps des hommes. Tout n'était alors que spirituel et immatériel. Les fourmis vertes créèrent la vie consciente, puis se retirèrent au fur et à mesure que le temps du rêve s'évanouissait. Depuis, elles dorment, le temps que le monde de la surface soit de nouveau propice à leur règne, mais elles utilisent le rêve pour téléguider pensées et gestes de ceux qu'elles ont créés. C'est ce que je vois quand j'avance doucement et tranquillement et que je découvre soudain un truc très fort et puissant. Et c'est ce que je ne fais pas assez en ville et dans ma vie quand je cours pour déposer les enfants à l'école, aller les chercher, pour respecter un délai, régler un problème, payer une facture. Judy vit dans une grande ville ultramoderne, Brisbane, sur la côte est de l'Australie. Un choix de modernité donc,
mais aussi une coupure physique avec sa famille, son clan et ses ancêtres, qui sont au nord dans le territoire du Wahani, dans le Queensland, là où l'eau est toujours fraîche. Quand je reviens ici, c'est toujours vraiment spécial. Pas seulement parce que j'y ai vécu enfant, mais aussi parce que je connais l'histoire de ces endroits. C'est un lieu très spirituel. C'est très puissant. Mais c'est presque comme cette peau entre l'eau et l'air, cette connexion qui monte. C'est très émouvant et ça te pénètre jusqu'au cœur. L'eau t'entraîne en profondeur, sous la surface, comme si à l'intérieur de nous-mêmes et à l'intérieur de la terre et du sol, il y avait toute cette eau souterraine. Notre corps est fait à 90% d'eau. Et à chaque fois que je me promène dans un paysage désertique, j'ai l'impression d'être une outre d'eau qui avance en faisant... Et tout ce qu'il y a autour fait... C'est un sentiment extraordinaire. On sent vraiment la limite entre la peau du corps et ce qu'il y a à l'extérieur. C'est presque comme ces bassins. Je veux m'y enfoncer de plus en plus profondément. Judy fait partie de cette nouvelle génération qui s'est à nouveau intéressée aux objets de ses ancêtres, maintenant enfermés dans les archives des musées. Un statu quo toujours difficile entre ceux qui veulent conserver et préserver et un peuple qui perd ses connexions à ces objets rituels et sacrés. Dans ce travail de mémoire qui est le sien, Judy va souvent au musée de Brisbane, où est conservée une importante collection d'objets rituels aborigènes. Là, elle étudie, dessine, apprend et transcrit. Le début d'un processus qui est le moteur de son art. Un jour, un ancien de son clan lui avait dit « Un musée est comme une immense grotte dans laquelle on place ses objets sacrés en sécurité. » Judy avait répondu « Ces objets ont été sauvegardés en notre nom. Mais combien de membres de mon peuple pourront à nouveau les tenir entre leurs mains et les regarder ? » Pour une artiste, c'est une source d'inspiration inépuisable. Le simple fait de voir, de toucher et de côtoyer tous ces objets. Ils ont tant de force en eux. Il suffit de les regarder et soudain c'est une source qui jaillit. C'est l'étincelle qui met le feu à ton imagination, ton enthousiasme et ton énergie pour réaliser une œuvre. Ce sont toutes ces choses que je n'ai pas connues enfant qui m'intéressent aujourd'hui. Je n'ai pas l'impression d'être uniquement dans le passé. Le passé est en moi et je veux mieux le connaître. Il y a de nombreuses pièces du puzzle qui manquent dans l'histoire de Judy. Le legs de ses ancêtres est rempli de trous noirs. Et une rupture terrible qui remonte à l'enfance de son arrière-grand-mère aborigène. Petite fille, elle fut arrachée de force à sa famille pour aller travailler dans un ranch pour un régisseur blanc. Une femme de Moorstone Station voulait une petite fille pour la former. C'est comme ça que Nan est partie là-bas. Au début, elle était terrifiée. Quand sa mère est venue, la femme a dit « Ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ta fille » et elle les a séparés. Nan appelait souvent sa mère en pleurant.
Le drame des générations volées est un des chapitres les plus sombres de l'histoire australienne. Les enfants métis furent enlevés de force à leur mère dès le 19e siècle, et ce jusqu'à la fin des années 60, pour les placer dans des orphelinats ou les confier à des familles de race blanche, soi-disant pour leur bien, les intégrant ainsi à la société des colons en les coupant de leur famille d'origine, de leur langue et de leur culture. J'ai l'impression que je porte ça en moi. Je porte ces blessures. Et c'est pour ça que je peins ce que je peins. L'œuvre audacieuse de Paddy Bedford ressemble bien peu à l'idée qu'on se fait ordinairement de la traditionnelle peinture à point. Paddy n'a pas fait le voyage à Paris. Il quitte rarement la source de son inspiration, le Kimberley dans le nord-ouest de l'Australie. La terre du Kidja est celle de la communauté des Warnum. Une succession de collines de couleur rouge ocre où les touffes de spinifex forment de petites taches. Pays lumineux au relief accidenté, qui est au cœur de la vie et de l'inspiration de cet artiste au grand âge. Il vit là avec son manager, Tony Oliver. Ça ne fait que 9 ans qu'il se consacre vraiment à la peinture. Il n'a pas fait d'école d'art. Il a fait un autre genre d'école. Il n'est pas prisonnier de son identité de peintre. Dans la tradition occidentale, on est souvent étiqueté. On est peintre ou danseur. Mais pour lui, c'est juste une extension d'autres aspects. Et c'est pour ça qu'il ne se limite pas à être peintre. J'aime ce détachement. S'il fait une nouvelle peinture et que le vent la renverse, il trouve ça drôle. On est à Bedford maintenant. C'est Bedford. C'est le pays de Bedford. Paddy visite le ranch sur lequel il est né et où il a travaillé comme garçon de ferme toute sa vie, Bedford Downs. Paddy Bedford, oui. Enchanté. Quel bel endroit, j'adore travailler ici. Je suis né ici. Oui, c'est ce que m'a dit Jen, ma femme. Là-bas, près de la rivière. Oui. Ça fait combien de temps? Oh, longtemps. Longtemps? Longtemps. Du temps du vieux Paddy Kilty, mon patron, le vieux Paddy Kilty. Oui. C'était son ranch, je suis né ici. Et vous venez vous promener ici pour retrouver les endroits que vous avez connus? Oui. Bonne journée, on se revoit dans une quinzaine de jours. Les peintures de Paddy sont une superposition d'histoires qui voyagent à travers l'espace et le temps. Il peint son pays, le Kimberley oriental, en une stylisation de routes, rivières, clôtures, parcs à bestiaux. Adjonction contemporaine qui renouvelle profondément la vision des paysages hérités du temps du rêve. Il peint l'histoire de la frontière, du temps de la colonisation, quand blancs et noirs se sont rencontrés pour la première fois. Il peint le temps où Paddy Kilty, le patron du ranch, faisait la loi sur la terre, comme sur les gens. Mon père et mon oncle sont tous les deux là, dans le cimetière, de l'autre côté de la rivière. Je suis né ici.
Juste ici. C'est là que je suis né. Sous cet arbre. Tu es né ici, et le vieux Paddy Kilty est passé, et il t'a entendu pleurer? Ouais. En fait, le vieil homme leur a demandé, c'est un garçon ou une fille? Un garçon. Alors appelez-le Paddy. C'est pour ça qu'on m'a appelé Paddy Bedford. C'est le nom du ranch. C'est ici que je suis né. Et c'est ce que je peins. Paddy est fier de porter le nom du ranch, car Paddy fait partie de cette terre. Dans la cosmogonie aborigène, la pensée a créé toute matière. La terre, les hommes, les animaux et les plantes ne sont que des parties d'un même tout. Donc les hommes ne peuvent pas posséder de terre ni d'animaux. Ceci a provoqué de graves conflits entre les colonisateurs et les aborigènes qui ne comprenaient pas les notions d'élevage ou de propriété privée. C'est ici que Paddy Kilty a tué tous ces gens. Juste là. Ceci est un lieu de massacre. D'après les archives historiques, les hommes du clan de Paddy furent assassinés à cet endroit pour avoir tué un bœuf. C'était pas un mauvais bougre, Paddy. Mais quand ils ont tué ce bœuf, ça l'a rendu fou. C'était pas un mauvais bougre. Quand Gilty, le patron, apprit la nouvelle, sa réaction fut si effrayante qu'une génération après, personne dans le clan ne l'a oublié. Il a dit, il faut faire quelque chose. Je vais tous les tuer. Ouais. Vous voyez ces arbres là-bas? Ils les ont tous coupés. Et ensuite, ils les ont mis en tas pour faire un feu. Ils ont empoisonné la bouffe et ils leur ont dit « Venez manger un morceau après avoir coupé les arbres ». Ils ont mis de la strychnine dans la nourriture. Ils les ont tous empoisonnés. Ensuite, ils les ont abattus. Ils ont pris un fusil et ils ont abattu tout le monde. C'est ici que ça s'est passé. Ils ont fait un grand feu et ils ont balancé tous les corps dans les flammes. Juste là. Les os et tout le reste, la tête, les pieds, tout. Le feu les a entièrement consumés, il ne restait rien du tout. Voilà toute l'histoire. C'est ce que je peins, vous voyez. C'est ce que je peins. Je ne peins rien d'autre. Je ne peins que mon pays, ma loi. I know.
Ça aurait pu être ma famille. Alors j'ai écrit quelque chose. J'écoute et j'entends ces mots à 100 ans de là. Ça coule dans mon sang et dans ma mémoire, et ça imprègne le sol. C'est comme cette blessure, peu importe que ça soit arrivé dans les années 1800 ou 1900. Je cherche ces histoires cachées, à la fois en Australie et dans d'autres pays. Ce qui s'est passé avant et encore avant continue à t'affecter. Ça fait partie de toi. C'est ta terre, ta famille. L'histoire récente des aborigènes d'Australie est celle d'une succession de douleurs et de morts. Depuis l'arrivée des colons à la fin du XVIIIe siècle, ils ont été systématiquement décimés par la maladie, les enlèvements, l'esclavage et les massacres. Mais c'est aussi l'histoire de la survie d'un peuple grâce à la force de ses croyances et de sa culture. La peinture avait initialement un but religieux. À partir des années 50, elle est devenue un moyen d'affirmer les droits historiques des communautés sur leur territoire. Aujourd'hui, c'est un mode d'expression artistique en tant que tel, un art sacré, ainsi qu'un outil de revendication, ce qui confère au peintre une importance majeure au cœur de la tribu. Il suffit de tendre la main. J'ai mon pays, ma communauté, j'ai tout. Et ces peintures disent « Hé, regardez mon travail !» Je représente tout le monde. Je raconte leur histoire et je la montre pour leur dire « Levez la tête, ne la baissez pas. Levez-la. Soyez fiers, soyez forts. » Pour ces artistes qui, pour la plupart, n'ont jamais quitté leur bouche et leur pays, traverser l'Australie puis la moitié de la Terre pour aller dans un lieu étrange et inconnu, découvrir leurs œuvres, était un acte de courage empreint de curiosité. Mais c'était par-dessus tout une expérience unique qu'ils vivaient pour l'ensemble de leur tribu, créant ainsi une nouvelle voie du rêve qui relierait l'Australie à la France. Au musée du Quai Branly, dans l'espace réservé aux arts et cultures d'Océanie, les œuvres ancestrales aborigènes collectées et rapportées au cours des 2 derniers siècles par les explorateurs, les anthropologues et les marchands apparaissent dans la semi-pénombre comme figées dans le temps. C'est à côté de la grande galerie qui met en scène les œuvres de leurs ancêtres que le travail de Judy Paddy Tommy Gulumbu a été intégré à l'architecture même des bâtiments administratifs du musée. J'ai rêvé un jour qu'un grand rideau de pluie venait vers nous. Nous nous sommes tous dispersés. Le rideau de pluie a traversé la plage, laissant dans son sillage une grande conque et un plastron de tortue. Depuis, j'utilise les coquillages comme métaphore.
Pour moi, le bleu est la couleur de la mémoire. C'est la couleur des rêves. C'est une couleur très liquide et viscérale. Ça reflètera l'amour que nous avons donné de notre pays au leur. C'est de ça que ça parle. À Paris, on a vu la tour Eiffel le soir du vernissage. À la nuit tombée, ils ont allumé la tour Eiffel et on aurait dit que des étoiles scintillaient dans le ciel. Les anciens m'ont dit que quand on voit des étoiles scintiller partout, c'est signe qu'un grand vent arrive. Seule dans la nuit, Gulumbu chante. Ce qu'elle dit. Nous regardons tous le même ciel rempli d'étoiles. Nous sommes peut-être de couleurs différentes, mais en cet instant, nous sommes tous les mêmes.